Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler aujourd'hui d'un compresseur, vous l'avez vu dans la vignette, et c'est pour moi le plugin numéro 1 de l'année 2021 puisque j'ai fait une longue vidéo là de 2 heures où j'énonce plus de 70 plugins je crois, et je vous ai dit que je ne vous parlerai pas du plugin numéro 1 parce qu'il méritait à lui tout seul une vidéo, vous allez voir ça. Et donc le voici, le voilà, c'est un compresseur de chez Tone Project. Alors Tone Project qui n'est pas une marque forcément très connue, et j'ai un peu par hasard fait la découverte en cherchant un compresseur de mastering, fait la découverte de leur site et de leurs produits, et j'ai gentiment contacté la marque, Rune, qui est très sympathique, avec qui j'ai dialogué, et qui m'a très gentiment offert une licence pour que je le teste, et il m'a dit de faire une vidéo si j'en avais envie. C'était même pas obligatoire, mais pour le remercier et pour mettre en avant son produit, et surtout pour vous le faire découvrir, eh bien, je pensais que ça valait largement le coup de faire une vidéo. Donc le site, c'est Tone Project là, qui est caché derrière moi. Et donc le compresseur d'aujourd'hui, c'est Unisom, voilà. Donc le voici, je vous laisserai aller voir le site, etc. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit ici, alors il vaut 199 $, ça fait 180 € en ce moment en tout cas. Et donc ça, j'aime bien. Tone Project peut contenir des traces de longue nuit et de single malt, voilà. Donc c'est un bon buveur, et il a dû créer son plugin à coup de single malt, j'aime bien ça. Non, tout ça, je pense pour dire surtout que ils ont dû passer, enfin il a dû passer, puisque c'est Rune qui produit ses plugins lui-même, mais il s'entoure de musiciens, d'ingénieurs du son, etc. pour faire les choses bien. Voilà, pour information, c'était les plugins qu'ils ont commencé à développer dans les années 2000, je crois, qui ont été assez connus, mais encore une fois que pour Windows. Voilà pour l'historique de la marque. On va tout de suite attaquer dans le dur, et vous allez voir que c'est assez costaud. Alors ça, c'était juste pour vous montrer, voilà, pour vous prouver que c'est bien costaud, la notice, tout simplement. La notice qui fait 26 pages, voilà. Donc juste pour un compresseur, il y a 26 pages de notice. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Cette notice est vraiment complète. Alors elle est en anglais malheureusement, mais c'est très souvent le cas. Voilà, il y a l'explication de toutes les fonctions, les graphiques qui expriment voilà, ce que peut faire la limitation, le relax, enfin, voilà, tout ça on va le voir. Mais pour vous dire que la notice est très complète, et je pense que c'est quasiment indispensable de la lire si on veut bien appréhender ce plugin. Moi, c'est un plugin sincèrement que j'ai mis quasiment 1 an à maîtriser. Je l'ai utilisé beaucoup. Alors moi, je fais du mastering, donc c'est plutôt orienté quand même mastering, hein, il est présenté comme ça. Donc moi, dans mon studio, je fais du mastering, c'est pour ça qu'il m'intéressait. On peut l'utiliser bien sûr pour autre chose, mais il est vraiment orienté pour ça. Et avant de l'utiliser pour mes clients, j'ai bien mis 6 mois avant de commencer à dire allez, j'essaye, parce qu'il est pas simple, et c'est pour ça que je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer tout ça, parce qu'il a tellement de fonctions qu'on peut s'y perdre, mais on peut quand même l'utiliser de manière plus classique et pas aller se perdre dans les fonctions. C'est aussi l'avantage, mais comme moi je voulais vraiment l'utiliser pour ce quoi il est bon, j'ai mis un petit peu de temps à bien, c'est pas forcément à comprendre, mais c'est surtout à l'appréhender et à bien voir comment il réagit, et surtout à pouvoir entendre les différences qui sont des fois un petit peu subtiles. Donc là, vous allez peut-être pas tout entendre. Je vais exagérer un petit peu les réglages comme d'habitude, parce qu'à travers YouTube, c'est toujours compliqué. Je sais que vous écoutez sur des téléphones avec des AirPods, ou voilà. Puis en plus, YouTube compresse pas mal la vidéo, le son et la vidéo. Donc j'exagère toujours un peu, mais je vais essayer de vous illustrer ça le plus simplement possible. Donc, nous voici dans live avec le Unisom, je sais même pas comment ça se prononce. Alors, vous voyez qu'il y a marqué mastering compresseur, hein, c'est quand même orienté mastering. Donc, on peut l'utiliser évidemment sur des bus, évidemment sur le bus master, évidemment en mastering. Mais si on veut, on peut s'amuser à l'utiliser sur des pistes, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est quand même pour faire des réglages assez précis. Donc peut-être que c'est pas forcément le compresseur le plus adapté, puisque c'est un compresseur qui va quand même être assez transparent, qui va pas avoir énormément de caractère comme peut avoir, je sais pas, un 1176 ou alors voilà un compresseur vintage qui va avoir beaucoup de saturation. Voilà, il y a plein d'exemples. Là, c'est quelque chose qui va être dans la subtilité. Ça peut être péchu, ça peut être doux, mais par contre, voilà, ça va pas tout exploser. Donc, c'est pour ça que c'est quand même plus adapté à des bus ou au mastering. Donc, il y a les fonctions. Alors déjà, l'interface est cool.
parce qu'il est assez joli, il est redimensionnable. Voilà, sur là, il n'y a rien à dire, c'est joli, c'est classe. Donc on a deux sections, comme souvent dans des compresseurs. On a la section ici et la section là, donc elle peut servir à deux choses. Elle peut servir en MS, donc ici c'est les mid et là c'est les side, donc voilà. Et là, donc là le mono, la stéréo en gros. Et ici, enfin c'est mid-side pour être exact, et ici donc left et right, donc les canaux gauche et droite. L'avantage, c'est qu'on peut évidemment les linker ou les délinker pour pouvoir agir différemment sur le canal droit que le canal gauche ou le canal mid que le canal side. Ça, pour l'instant, c'est assez classique. On a voilà le threshold, le ratio, l'attaque, le release et plein d'autres petits boutons qui servent à pas mal de choses. Et là où ça se complique, parce que vous allez me dire, oui, ok, bon, allez, il y a quand même pas non plus des trucs de fou, quoique, il y a quand même certains trucs qu'on voit pas forcément partout ailleurs. Mais là, ici, on a voilà une section qu'on peut déplier. Alors, ils ont fait exprès de pas la déplier tout le temps parce qu'elle peut faire peur. Mais cette section-là, c'est là où ça permet de faire des choses assez folles. Et pour moi, on est vraiment passé là avec ce compresseur. C'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu. Dans une autre étape de la musique sur ordinateur, de la musique in the box, du mastering in the box. Puisque là, vraiment, on a quelque chose qui... d'une part ressemble à l'analogique et à la fois surpasse l'analogique, puisque on a vraiment quelque chose qui commence à sonner avec le côté vivant, le côté un peu imprévisible, le côté aussi transparent ou coloré que peut avoir l'analogique, les compresseurs analogiques. Mais on peut faire des choses qu'on ne pourra jamais faire avec des compresseurs analogiques, puisqu'on peut aller vraiment triturer les réglages à l'intérieur. Et là, pour moi, on a le meilleur des deux mondes. Alors, je peux pas vous dire, parce que je suis pas non plus un expert en compresseur analogique, j'en ai pas manipulé toute ma vie, puisque moi, j'ai décidé dans mon studio de faire l'impasse dessus, pour plein de raisons, que je pourrais vous expliquer dans une vidéo sur le mastering. Mais pour avoir testé quand même dans des studios, évidemment, des compresseurs de mastering, je retrouve un peu cette sensation-là, plus le fait de pouvoir le régler un peu comme on veut, alors que le compresseur de mastering, c'est lui un peu qui va faire sa sauce et il va falloir acheter tel ou tel compresseur pour arriver à tel ou tel résultat, tandis que lui, on va pouvoir avoir ce côté un peu magique, mais en plus lui donner une orientation. Donc c'est ça qui est vraiment cool, et je pense que vraiment avec ce plugin là on passe dans une étape supérieure, et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Il n'est pas fait pour tout le monde, hein. Si vous êtes débutant, je vous le déconseille, puisque ce sera compliqué d'entendre les différences et de l'utiliser. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime comme ça aller loin et faire des réglages fins et vous éclater dans ce genre de choses, je pense que vous allez passer quelques longues heures dessus. Allez, c'est parti, on va écouter plusieurs exemples. Voilà, donc là vous voyez on a le bouton ici pour l'allumer et l'éteindre, donc on voit bien là, ça s'allume, comme ça vous savez quand il est gris c'est éteint, quand il est blanc c'est allumé, comme ça c'est simple. Donc là j'ai fait un réglage, alors c'est vrai que les compresseurs pour les tester sur des drums c'est l'idéal en général, parce qu'on a à la fois toutes les fréquences, grave, médium, aigu, et à la fois du release dans les kicks qui peuvent s'allonger, ou les toms, ou la reverb des snares. On peut faire remonter la room derrière, on a des attaques, donc on va pouvoir jouer avec tout ça, et c'est vrai que pour tester un comp, en général je vous recommande une boucle de batterie. Donc là ce que j'ai essayé de faire c'est de refaire sortir un peu la room, donc la pièce, la reverb, d'écraser un peu le signal, mais tout en conservant quand même les transients, et de donner quelque chose d'un peu plus produit. Donc je vous fais écouter, c'est quand même assez subtil, quoique j'ai un peu exagéré là pour la vidéo, mais écoutez bien avec et sans. Vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de très important, mais ça donne tout de suite un côté crédible à cette boucle et un peu plus produit. Donc voilà pour ce premier exemple. Je vais vous parler déjà pour commencer des fonctions ici. Donc on a le threshold. Alors on va pas faire un cours sur les compresseurs, hein. Je considère qu'en regardant cette vidéo, vous connaissez déjà toutes les fonctions principales d'un compresseur, parce que là c'est pas la bonne vidéo pour faire ça. Donc on a le threshold, le ratio, ok, qui peut monter jusqu'à 20, attaque release. Donc ça c'est assez classique. On a donc le sidechain qui ne réagisse pas
en dessous de ce qui se passe ici à 60 Hz. Donc on peut aller jusqu'à 1 kg. Alors le compresseur est réglable, tous les boutons sont réglables avec la molette de souris, c'est pas toujours le cas. Et c'est précis là, donc c'est toujours bien quand c'est comme ça. Et on peut bien sûr entrer à la main, ce que j'aime bien faire, mais en général, je crois que j'ai un problème avec ça d'ailleurs. Vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes, si je suis pas tout seul à vouloir rentrer les problèmes. Par exemple, si je suis à 59,9, ça va pas, faut que je mette 60 comme ça. Il y a certains plugins qui n'ont pas cette fonction-là et ça m'énerve d'ailleurs. On a le sidechain en phasiste, donc ça va permettre de faire déclencher donc, le compresseur et d'exagérer les fréquences. Donc c'est comme si on mettait un EQ avant la compression, mais pour le système de déclenchement. Donc on a plusieurs, si on se met à 3 kg par exemple, et on va pouvoir faire, j'imagine que c'est une cloche assez serrée ou une cloche assez large. Et on va pouvoir donc augmenter, on va pouvoir creuser, on va pouvoir faire un low pass. Voilà, là on a un low pass ici qui se transforme. Donc ça c'est toujours bien d'avoir des petites fonctions de détection comme ça un peu plus poussées. Ensuite on a relax. Alors ce qui est sympa, là on va commencer à aller dans les trucs un peu compliqués. Ici vous avez le tooltips. Donc si vous cliquez là et que vous cliquez sur une fonction, voilà il vous dit. Mais en gros ça va pouvoir réduire un petit peu le côté crush. Ils disent crushing des transients. On va essayer de voir un peu ce que ça donne avec et sans. Donc on peut le mettre en linéaire ou en lax. Donc là, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais... Vous voyez que bon, c'est assez subtil. Ce que je vais faire, c'est que je vais exagérer le threshold pour beaucoup compresser. Je sais pas si vous entendez, mais les transients, ils crépitent un petit peu, ça fait voilà. Alors que quand je mets comme ça, les transients sont un peu plus bouffés, on va dire, et il y a plus cette saturation des transients. Bon, c'est quelque chose d'assez soft. Là, j'ai exagéré pour le faire écouter, mais c'est toujours sympa parce que ça permet, si jamais on compresse et qu'on a les transients qui grésillent un peu et qu'on aime bien la compression, ben, on va pouvoir rectifier ça, donc c'est intéressant. Et vous voyez, là, j'ai touché au bouton GR Limit, on le retrouve sur pas mal de compresseurs. Ça permet justement de dire, même si je fais quelque chose de bourrin, ben, je veux pas que tu compresses en dessous de 4 dB de GR, quoi. Vous voyez que là, du coup, 0, bah, il compresse pas. Et là, je lui dis, ok, tu vas pas en dessous de 4,5. 5,4. Ouais, là, c'est sur off, il fait ce qu'il veut. Alors là, justement, à propos de la GR, ici, de l'indication, je vais pouvoir, alors je vais me mettre comme ça. Vous voyez, c'est une sorte de zoom, ce qui est pratique, parce qu'on va être très précis. Là, on a seulement 2,5 de GR et on voit exactement de combien ça compresse. Voilà, donc là, c'est jusqu'à 20. Là, c'est jusqu'à 5 et là, c'est jusqu'à... Voilà. On peut se mettre en true GR, en ppm et en vue. Bon, ça, c'est encore autre chose. Allez, je vais essayer de parler dans tous les détails. Ça va être une vidéo beaucoup trop longue. Le tout, c'est de vous faire écouter un peu comment il marche. Et après, s'il vous plaît, à vous d'aller chercher, de vous l'attribuer. Voilà. Donc là, pour les fonctions, c'est bon. On a le CNI, fonction très classique d'un compresseur. On a ici le release curve. La courbe de release, elle va être linéaire ou logarithmique. Donc, ça va créer une courbe de release qui va être différente. Vous voyez, justement, le bouton d'aide est pas mal parce que même moi qui l'utilise souvent, il y a tellement de boutons, surtout ceux-là, à un moment, je me dis, ah ouais, c'est vrai, à quoi il sert lui déjà. Donc voilà. Ouais, voilà, là, le release tient un peu plus longtemps, tandis que là, le release est un peu plus rapide, ce qui fait que y a un peu plus de pompage, mais c'est peut-être un peu plus naturel. Bon, à voir, voilà, ça c'est le genre de truc assez subtil. Ensuite, on a donc le gain de sortie, ça c'est pas mal parce qu'il y a un gain auto. Alors, attendez, je vais me remettre un peu mieux. Il y a un gain automatique qui va compenser le nombre de réductions en remontant, comme ça vous pourrez comparer à volume exact. Et ça, c'est toujours bien, tous les plugins devraient avoir ça. Là, j'appuie dessus, il analyse. Là, ça me permet d'écouter à même volume, ce qui est intéressant. C'est à peu près tout pour cette partie-là.
Vous voyez que bon, bah, pour l'instant, c'est pas très très sorcier. Hein. Alors après, il sonne bien, il sonne très transparent, il sonne très naturel. C'est ça qui est bien. C'est même dur des fois de le faire pomper, puisque vraiment, il est très très transparent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la qualité ici. Donc, on a Real Time, High et Pristine. En gros, c'est Real Time, c'est pas de latence et peu de consommation de CPU. Et plus on va augmenter, plus va y avoir de l'oversampling et aussi un comportement à phase linéaire. Donc la high marche très bien partout, mais c'est vrai que des fois avec Pristline on constate une petite amélioration. Par contre le CPU là ça pompe pas mal. Donc bon. Alors ils ont un autre plugin, un plugin de saturation qui est vachement bien, qui lui a une fonction de offline. Quand en fait on rend en offline, quand on fait un rendu offline, bah, automatiquement il va les se mettre en qualité max, ce qui est intéressant. Pour l'instant ça y est pas. C'est des plugins qui se mettent à jour assez régulièrement, hein, donc je pense que ça va arriver. Voilà pour ça, le mode paramètre link, les presets. Alors il y a pas mal de presets, des presets d'ingénieur du son, vous voyez. Et on voit quand même que c'est orienté quand même mix et master, puisqu'on voit. Alors il y a du drum bus évidemment, on peut essayer. Hein. Vous voyez là, ça compresse beaucoup. Vous voyez là quand même ça compresse pas mal, mais ça reste malgré tout naturel. Bon, je ferai pas autant, mais... Et voilà, là on voit aussi donc quelque chose d'important, c'est qu'on peut séparer. Donc si le canal droite est différent du gauche, bah, quoi qu'il arrive, les deux vont réagir exactement pareil. D'ailleurs on voit ici que là les boutons s'allument, mais ils s'allument pas là. Et là ici je vais pouvoir séparer plus ou moins les canaux, et donc le canal droite et gauche va réagir différemment. C'est surtout utile si je me mets en mode mid-side évidemment. Voilà, là je vois bien que le mid réagit et pas le side. Je peux l'écouter d'ailleurs le side. Voilà, mais là je suis comme ça, le mid et side réagit exactement pareil. Donc ça, bah, ça peut être un choix de le verrouiller ou pas. Et à quel pourcentage aussi, ça faut le faire, faut écouter, puis voir un peu, ça aide de regarder, c'est vrai. Ok, voilà, on a fait le tour. La dernière fonction, et pas des moindres de ce panneau-là, c'est la fonction IG, je sais pas comment ça se prononce et je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça ramène justement ce côté analo et cette saturation qu'on pourrait retrouver dans un compresseur analo, qu'on peut désactiver, puisque en mastering, on peut ne pas vouloir, et souvent, on n'a pas forcément envie de rajouter de la saturation parce que déjà il y en a peut-être trop, parce que le producteur n'en veut pas, ou parce qu'on a déjà des plugins qui ont été dédiés à ça. Donc ça peut être très utile d'en avoir ou pas. Et là, donc cette saturation est très très subtile, mais elle apporte vraiment un petit croustillant très sympa que j'aime bien. Moi j'avoue que j'ai tendance souvent à l'activer. Après ça dépend des tracks et des styles, mais j'aime bien puisqu'elle reste subtile. Alors elle va dépendre évidemment du volume auquel on rentre dedans. Alors je vais vous la faire écouter dans d'autres pistes où je l'ai exagéré un petit peu. On va voir là si on l'entend. Voilà, je l'entends, mais là, pour le coup, c'est assez léger. Je pense pas qu'avec YouTube, vous entendez. Et bah, ça, on va le voir juste après. Comme ça, je vous montre un peu d'autres exemples audio. Et je vais vous montrer tout ça, à quoi ça sert. Et c'est surtout ça qui fait que ce compresseur est assez ouf. Allez, on enchaîne. Vous voyez là, ça fait vraiment remonter la room, ça écrase le signal, mais c'est pas dégueulasse. Même si j'ai quand même un peu abusé là sur les réglages, ça reste naturel. On sent pas le compresseur comme ça qui bourrine et qui pompe. Ça reste acceptable, même si j'ai quand même bien exagéré.
Alors vous voyez, quand vous faites des réglages comme ça, vous pouvez prendre un ratio assez faible. 1,5, c'est souvent des ratios de mastering, hein. On est à 1,5, des fois 1,2, 2, 2,5. C'est assez rare qu'on monte à 4. Hein. Ça m'arrive très très rarement. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'ici on est précis. Vous voyez, entre 1.1 et 2, on a vraiment beaucoup d'espace parce qu'on sait très bien qu'en mastering, on se balade souvent vers là. Voilà, et là, c'est vraiment des ratios bourrins, mais c'est bien qu'il les ait mis parce que comme ça, on peut s'en servir pour autre chose. Bien qu'on peut aller loin, et dans ce cas-là, je vous en ai pas parlé, ça tombe bien, on va utiliser le dry wet, justement, pour faire de la parallèle compression. Vous voyez quand même un ratio d'1,5, hein, on entend bien le résultat. Je vais mettre à 1,2. Ouais, ça donne, ça refait monter le release du tom, du kick, et ça donne, voilà, ça donne un peu de rondeur, du punch et de la grosseur à cette prise de batterie, sans non plus être faux. Vous voyez que je me suis mis en dry wet à 50, ratio d'1,2, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et par contre, un threshold assez élevé. Voilà pour cet exemple. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré fort exprès. Donc là, j'ai rajouté 10 dB ici. Et j'ai enlevé 10 dB à la sortie, mais juste pour pouvoir rentrer bien fort dedans, pour le faire saturer et bien utiliser cette fonction Edge. Et là, vu que c'était une boucle très moderne qui pourrait supporter la saturation, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc je vous fais écouter avec et sans. J'ai toujours utilisé ici le gain auto, hein, pour que quand je désactive, on soit au même volume. Voilà, donc là on entend bien la saturation. Je vais laisser le compresseur activé, je vais enlever le edge. Le edge, je sais pas comment on dit. Ok, donc pour bien vous faire entendre quelle est la qualité de la saturation, je vais exagérer et je vais monter là comme ça l'entrée. C'est évidemment pas ce qu'on va faire, mais le fait de faire ça, ça vous fait entendre quel est le type de saturation. D'ailleurs, donc il y a un plugin qu'ils ont sorti en s'inspirant, en démarrant, j'imagine, de cette saturation et en faisant d'autres saturations. Un plugin très sympa au demeurant. Voilà, ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'il peut, selon les réglages, aller un petit peu changer aussi l'aspect fréquentiel et pouvoir aller donner un peu plus de médium, effacer un peu le grave, etc. Il n'y a pas d'équaliseur dedans à proprement dit, à part dans la détection, mais le fait qu'il agisse plus ou moins sur certaines fréquences, qu'il réagisse plus ou moins à certaines fréquences, pardon, va le faire légèrement changer la perception qu'on a du son, de l'aspect fréquentiel, l'aspect évidemment des transients, tout ça c'est normal puisque c'est un compresseur, mais il va. Alors il y a certains compresseurs qui vont, quoi qu'il arrive, toujours mettre les médiums en avant, par exemple, mais lui ça va être en fonction des réglages. Donc une voix, moi c'est pas forcément fait pour ça, mais j'ai essayé de voir ce qu'il faisait sur une voix. I'm not good at letting down my guard, but I'm not good at letting down my guard, but I'm not good at letting down my guard, but I'm not good at letting down my guard, but I'm not good at letting down my guard, but I'm not good at letting down my guard, but I'm not good at letting down my guard, but I'm not good at. Ouais, là, ça a vraiment un effet. La voix, ça la met in your face. Cet effet où ça met la voix devant et surtout elle est beaucoup plus stable et il y a moins comme ça de différence de volume, même si la prise déjà est quand même bonne à la base. Ça permet vraiment de rendre la voix au même volume. Alors vous voyez, avec une attaque très courte, un release assez long, un gros threshold, un gros ratio cette fois-ci, un threshold aussi assez grand, et puis là je pourrais mettre une GR limite à voir, mais là pour le coup, je trouve que ça marche bien puisque ça reste naturel, mais ça permet vraiment d'écraser la voix, de la rendre très compacte et de la mettre devant.
Et j'ai rajouté de la saturation d'ailleurs. On va écouter avec et sans. I'm not good at letting down my guard, but I'm not good at letting down my guard, but I'm not good. Ouais, ça réveille un peu les harmoniques. Donc ça peut être pas mal pour mixer une voix. Voilà pour ça, on va continuer avec deux exemples, donc c'est des exemples sur des tracks entières, puisque comme c'est un compresseur de mastering, il fallait que je vous montre ça sur des tracks entières, forcément. Et après on va revenir donc à la fin de la vidéo sur cette track-là pour observer justement les fonctions qui font que ce compresseur est exceptionnel. Oui, je fais du teasing, mais c'est comme ça. Mais je préfère commencer un peu par les aspects, vous faire écouter ce qu'il y a de musical, on va dire, et puis après aller dans le détail pour ceux que ça intéresse. Puisque vous voyez qu'on peut quand même utiliser ce compresseur comme ça. Hein. Enfin, quoi que les réglages que j'ai fait là, j'ai quand même utilisé les fonctions des boutons d'en bas. Mais on pourrait l'utiliser sans, hein, je vous rassure. On va commencer avec la track. Donc pour ceux qui me connaissent et qui suivent la chaîne, vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit. Voilà, donc c'est le remix que j'ai fait pour Jean-Michel Jarre, enfin qui m'a permis de gagner le concours. Je vous ai assez bassiné avec ça, mais justement je l'ai mis puisque j'ai déjà ça me permet de mettre une track sans avoir des questions de droit puisque c'est la mienne et aussi puisque j'ai la version non masterisée. Ça c'était la version non masterisée et donc j'ai juste rajouté donc ce compresseur, hein, c'est le seul process qu'il y a. Et vous voyez que déjà ça donne un côté, alors j'ai un peu exagéré, mais ça donne un côté quand même plus un peu plus écrasé, plus compact, plus prodé, plus disque, plus pro à ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, pour vraiment que vous en rendez compte, une boucle très très courte. Et ça, donc encore une fois, c'est bien de faire ça parce que ça permet vraiment de mieux apprécier les différences avant-après. Hein, quand vous savez un doute, faites une boucle très très courte comme ça, même si c'est un peu chiant, mais bon. Enfin, c'est chiant surtout pour s'il y a quelqu'un à côté. Mais pour nous, ça va, on supporte. Vous voyez comme ça fait remonter le synthé lead, d'ailleurs qui est le P900 dont je vous parle souvent, malheureusement qui est plus dispo, mais on dirait vraiment de l'analo. Donc ce synthé qui est inspiré d'un Moog, vraiment on sent les harmoniques de ce synthé qui grattent et qui remontent et qui passent un peu en premier plan, mais qui remontent devant. Et ce côté justement où les sides, puisque là je l'ai mis en mode mid-side, les sides remontent un peu, il y a un côté un peu plus large et plus compact, plus dense et plus pro. Même si c'est encore une fois un peu exagéré, je ferai pas ça au mastering, mais là c'est pour vous montrer une idée, pour vous donner une idée, hein, encore une fois. Ouais, ça marche quand même très bien et ça reste naturel, hein, ça pompe pas trop. Et vous voyez que là j'enlève quand même, j'ai mis un ratio quand même de 3, hein, ce qui est beaucoup pour quelque chose, pour du mastering. On va essayer de le baisser un peu, on va se mettre à 1.8 et on va monter un peu le threshold. Alors vous voyez là le Hilge, on s'en rend bien compte, surtout que là il est en mode mid-side, et on entend bien quand je le désactive. Alors je vais réexagérer un petit peu les réglages. Voilà, et celui-là, donc la partie mid. Je sais pas si vous entendez, hein, sur YouTube, moi j'entends la différence, en plus avec le HD 800 on entend tout, mais vraiment ça rajoute une petite touche sympa et ça allergit un peu la stéréo parce que ça va exciter les harmoniques de la partie side et c'est très intéressant. Donc voilà pour cette track. On passe à la deuxième track qui est aussi une production de mon cru, Horse on Leather Sofa avec mon magnifique accent. Donc c'est mon dernier EP que j'ai sorti récemment, vous pouvez l'écouter, il est en description sur Spotify, Apple Music, etc. Même l'acheter sur Beatport. En tout
tout cas, l'appareil, c'est pas masterisé, donc j'ai fait exprès de prendre cette track qui n'est pas masterisée pour vous montrer un peu ce que ça donne quand on met ce compresseur dessus. C'est parti. Vous voyez là justement le link des canaux, donc là je suis en mid-side, hein. Là je l'avais réglé à 50 et si j'augmente, que je délink, bah, ça crée un déséquilibre et on perd un peu les sides, alors que là c'est l'inverse, on va aller avoir quelque chose de moins ouvert. Écoutez la différence. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Et je vais désactiver IJ ici. Voilà, bon, on entend, je vais faire une boucle très très courte, encore une fois, pour bien vous faire écouter ça. Vraiment quelque chose de très très court. Et c'est subtil quand même, mais ça s'entend, surtout dans le côté side, je trouve. Voilà pour ça. Donc là, évidemment, je fais un réglage assez hard, hein. Je ferai pas ça en mastering, puisque là c'est trop pour du mastering, mais comme il n'y a pas eu de traitement avant et que c'est le seul compresseur, je peux me permettre de compresser un peu, et puis là c'est pour l'exemple, et puis c'est de la grosse techno bien bourrine, donc pour ça on peut y aller un peu plus fort que si c'était un petit jazz tout sympathique, mais bon, voilà, en mastering on va pas aller, là vous voyez, je suis à presque 4 de DR, c'est trop, je pourrais me mettre en dry wet pour compenser. Vous voyez que même, c'est ça qui est fou, c'est que même avec une compression de plus de 4 dB, ça s'entend pas trop, quoi. Ça reste quand même assez naturel, hein. Voilà, mais justement, c'est entre autres grâce à tout ça que j'ai réglé ici finement. Et donc on passe tout de suite à l'étape suivante pour vous expliquer à quoi que ça sert tous ces boutons qui fait peur. À de suite. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'un compresseur analogique va être aimé pour son côté un petit peu imprévisible, vivant, etc. et magique? Ben, c'est qu'un compresseur analogique, il va aller réagir à pas mal de choses, puisqu'il y a un signal électrique qui passe dedans, la musique qui passe, c'est vraiment un signal électrique, et ce signal, ben, s'il va être chargé, s'il va avoir beaucoup de basses, beaucoup de subs, beaucoup de transients, des choses comme ça, ben, ça va aller justement faire réagir donc tous les composants de ce compresseur de manière très différente. Donc il va être vraiment ce qu'on appelle programme dépendant, c'est qu'il va non seulement compresser en fonction de ce qu'on lui rentre, mais aussi en fonction de l'aspect fréquentiel, aussi du BPM si c'est rapide, enfin voilà, tout, vraiment le contenu musical, mais qui est un contenu électrique, en fonction de tout ça, le compresseur va réagir différemment. Et c'est ça qui va toujours donner ce petit côté qui va s'adapter à la track. Par exemple, ça va être différent pendant le couplet, pendant le refrain, parce que tout ça va changer. Alors, il y a des compresseurs qui simulent ça, mais pas aussi bien que l'analogique. Et là, donc ça, en fait, ça va agir justement, je me coupe tout seul, mais ça va agir sur les paramètres du compresseur, puisque à un moment, il va moins compresser, l'attaque et le release vont changer, etc. Et bah là, justement, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir ici avoir un multiband détecteur, donc c'est-à-dire là, on a les aigus, médium et graves.
On peut bien sûr régler la fréquence comme on veut, mais on va pouvoir déjà, d'une première part, décider de qu'est-ce qui va faire plus ou moins réagir le compresseur. Donc, est-ce que j'ai envie que mon compresseur réagit plus à mon mid? Alors ça, vous connaissez, ça se trouve dans pas mal de compresseurs. C'est qu'il y a des compresseurs avec un equalizer qui est placé avant en détection, donc en sidechain, et on va pouvoir exagérer une fréquence pour qu'il réagisse, par exemple, qu'au snare et pas à la grosse caisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est classique. Mais on a d'autres choses, c'est que ce n'est pas qu'un EQ, regardez. Donc là, je lui demande tout simplement, ça c'est la partie EQ, je lui demande de réagir plus au médium qui sont là entre ces deux fréquences-là. Et je vais pouvoir dire, ok, non seulement tu réagis plus, mais tu vas aller changer mon ratio. Donc là, avec le bouton X, X fois, donc là, 1 c'est normal. Et regardez ici le ratio, il y a une petite lumière. Et voyez qu'en fait, plus va y avoir de médium, plus mon ratio va augmenter de manière dynamique, justement. On le voit ici. Non seulement il va monter, mais en plus, il va comme ça osciller un petit peu. C'est comme si je prenais mon bouton de ratio et que pendant que ça compressait, je m'amusais comme ça à le changer. L'air descend. Et là, c'est l'inverse. Il me fait un ratio très bas, mais en fonction des médiums. Et vous voyez qu'aussi en fonction du volume que je donne au médium, ça va changer ce paramètre-là. Voilà, et ensuite, on a, donc là en plus je peux mettre, il y a plusieurs options, je peux décider que ce mouvement soit slow, soit medium, soit slow plus peak, soit adaptive RMS, voilà, ça c'est encore des choses un peu plus compliquées, je vous fais juste écouter. Alors je vais exagérer là. Vous voyez comme il bouge vite là? Voilà, donc en fonction de ça, ça va changer le son, évidemment, en fonction de la détection, de la rapidité de la détection, et si c'est sur le RMS, si c'est sur le pic, si c'est sur les deux. Et là, justement, on a la détection RMS qui clignote là et la détection pic, puisqu'on va vouloir que, justement, ce ratio réagisse ou au RMS, donc au volume moyen, uniquement des médiums, ou alors plus au niveau pic, un peu des deux. Et on va comme ça pouvoir sélectionner l'un ou l'autre. Et grâce aux lumières, on va voir qui agit en fait. Vous voyez que là, je donne la priorité au pic. Et là, c'est un peu des deux, justement. Voilà, déjà pour ça, et je peux faire ça sur chaque fréquence, donc c'est assez impressionnant. Alors, si on veut pas aller là-dedans, on peut s'amuser, justement, ils nous ont fait des presets ici, qui ont été bien réglés d'ailleurs. Donc on n'est pas obligé d'aller régler tout à la main à chaque fois. Je vous fais écouter un peu ce que ça change, hein, les réglages qui ont été faits. Vous voyez qu'on voit bien que agressive sonne pas pareil qu'opto. Hein. Alors je vais exagérer un peu le threshold. Écoutez le snare, comme l'impact du snare, le transient du snare est plus important dans agressive. Vraiment, il claque beaucoup plus. Donc on a une simulation d'un varimu, d'un FET. Vous voyez, ça sonne pas pareil du tout. Hein. Là, varimu et FET, c'est vraiment pas la même chose. Vous voyez, donc ça peut quand même pas mal changer. Donc, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, ces réglages déjà sont un très très bon point de départ. Alors on va se mettre on va voir, voilà, opto par exemple. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors là je vais aller plus vite, mais c'est qu'on a
exactement la même chose, qu'on aurait justement, je pense en tout cas, c'est ce que je suppute d'un compresseur analogique, c'est que l'attaque ne va jamais être tout à fait pareille. Et on va pouvoir justement ici régler le temps d'attaque, donc en fonction du volume. Vous voyez que l'attaque ici, la petite lumière bleue oscille en fonction de ces réglages. Et si je l'éteins, il bouge plus du tout. Vous voyez là, il bouge vraiment beaucoup. Voilà, encore une fois, vous avez ici les explications si vous voulez aller plus loin et bien comprendre ce que ça fait. Et j'ai pareil pour le release. Transient overdrive, vous voyez que là ça s'allume pas, mais je peux aller le faire allumer justement pour que ce soit les transients qui soient mis en avant, qui soient exagérés comme un transient designer qui va aller justement plus ou moins faire réagir, faire osciller le release et l'attaque en fonction de ça. Et donc ça c'est une sorte d'enveloppe finalement, c'est comme si on réglait une enveloppe en fonction du signal entrant de l'attaque et le release, et on a une deuxième enveloppe qui est ici. Qui prend le pas et qui se mixe avec la première enveloppe. Alors vous voyez comme ça va super loin. Celui qui a fait ce plugin, donc il a vraiment craqué parce qu'il est allé, je pense, le plus loin possible. Il a mis tout ce qu'il pouvait. Et donc la deuxième enveloppe, voilà, elle peut remplacer d'ailleurs la première et être à 100%. Ou alors plus ou moins se mixer avec la première enveloppe. Vous voyez que là, il nous explique qu'en fonction du grave ou de l'aigu, je vais pouvoir aussi faire comme s'il y avait comme ça une modification là. Donc, vous voyez que ça va très loin. On va pouvoir aussi régler l'enveloppe si elle est plus ou moins smooth, etc. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je voulais pas trop finalement vous montrer les boutons un par un, mais je l'ai presque fait. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous inspire, qui vous donne envie de faire du mastering. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un outil formidable qu'on peut utiliser de manière simple ou de manière compliquée encore une fois. À vous de voir. Moi en tout cas, je m'en sers quasiment sur tous les masters que je fais pour moi et à mes clients. Pas, parce que des fois il n'y a pas besoin, mais ouais, des fois c'est vraiment très rare que je m'en serve pas. Des fois je compresse vraiment voilà, de 0,5, 1 si je veux pas m'en servir mais que je veux quand même donner une petite touche, et tous ces réglages là me permettent vraiment d'aller très fin si besoin. Donc pour moi c'est un outil qui est vraiment top. Je suis très content de l'avoir, donc merci à Tone Project pour leur confiance. Et puis si vous voulez quant à vous me remercier et me faire travailler, vous pouvez me demander pour du mastering. Les liens de mon site internet est dans la description, et puis là il y a marqué en bas www.tower-audio.com, donc c'est la meilleure manière de me soutenir. Si vous voulez me soutenir autrement, c'est en passant par mes liens affiliés, par Thomann, par Plugin Boutique, par Woodbrass, etc. N'hésitez pas à y aller. Ces enseignes me reversent un petit pourcentage et vous, ça vous coûte rien, et comme ça tout le monde est content et c'est formidable. Voilà, on se retrouve très bientôt en direct tous les mercredis à 19h, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo d'un plugin, du matos, etc. Quelque chose me dit qu'on va peut-être parler de ce qu'il y a derrière. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Ciao.